Bonjour à tous. Alors, je pense qu'on a eu une très belle introduction de l'ensemble des ministres et de notre intervenant. Je vous propose, messieurs, dames, qu'on redevienne sur un domaine beaucoup plus pragmatique. C'est-à-dire que l'e-gouvernement, c'est quelque chose de très concret. Autant les gouvernements sont impliqués dans l'économie numérique et doivent être des facilitateurs, sur l'e-gouvernement qui est le fait d'apporter des services publics à la fois aux citoyens, aux entreprises, de favoriser les échanges entre administrations, c'est de la responsabilité directe des gouvernements. Il y a beaucoup de plans, je pense qu'on a eu une présentation du plan numérique du Maroc ce matin, du Mali, du Congo. Voilà, tous les États ont déjà lancé leur plan dans le domaine du numérique avec systématiquement un volet e-gouv. Et ma première question, parce qu'on n'a pas entendu la Côte d'Ivoire ce matin, on a entendu déjà les autres pays. Ma question sera pour la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes sur votre plan e-gouv? Concrètement, quelles sont les avancées? Quelles sont aussi les difficultés auxquelles vous êtes confrontés? Ça avance comment, l'e-gouv en Côte d'Ivoire? Je vous remercie. Je suis Mahmoudi Boundi, directeur du développement des services à l'ANSUD, qui est l'Agence nationale du service universel et des TIC, donc qui est à la fois responsable de la mise en œuvre des projets de services universels et aussi des projets du projet e-gouvernement, e-gouv. Où est-ce qu'on en est exactement? On est pas mal avancé, on peut dire. Pour les différents axes, pour ce qui concerne l'e-gouv en Côte d'Ivoire, il y a différents axes qu'on adresse, mais tous ces axes contribuent essentiellement à simplifier la vie des agents et des citoyens, comme vous l'avez dit. L'axe e-administration pour faciliter, fluidifier, apporter un peu plus d'efficacité au sein de l'administration centrale. Pour ça, il y a un certain nombre d'outils qu'on a mis à la disposition de l'État pour faciliter les conseils de gouvernement, gérer les cabinets, pour tout ce qui est gestion des agents et fonctionnaires publics, ainsi de suite. Pour tout ce qui est service, mais qui adresse les aspects sectoriels, il y a un certain nombre de projets qui sont mis en place. Globalement, on est bien avancé. Aujourd'hui, le challenge va consister essentiellement à la mise en place. On en a beaucoup parlé, mais tout ce qui est plateforme d'interopérabilité de façon effective pour faire communiquer les différents systèmes de sorte à apporter une vision unique aux citoyens. Donc ça, aujourd'hui, c'est notre projet majeur sur lequel nous travaillons, sachant que les briques élémentaires dont je viens de parler existent déjà. Pour faire simple, aujourd'hui, les difficultés auxquelles nous faisons face, ou les challenges que nous avons à relever, on en a aussi parlé, c'est la consommation effective des services mis à disposition par les bénéficiaires. Parce qu'une chose est de mettre en place des systèmes, donc c'est la technique, c'est assez facile, même si ça demande un certain nombre de moyens, de ressources. Mais une autre chose, c'est toute l'appropriation, toute la conduite de changement qu'il faudra faire envers les usagers de sorte à avoir l'impact escompté. Et c'est plus vis-à-vis des usagers que des responsables administratifs? Les usagers, quand je dis usagers, il y a tout. C'est les usagers des différents systèmes, les citoyens et même les agents de l'administration, les entreprises, tous les bénéficiaires, toutes les cibles des services que nous mettons à disposition. Et aujourd'hui, notre challenge principal, c'est d'avoir l'impact escompté à travers la bonne appropriation et la bonne consommation de ces services numériques mis à disposition. Et pour ça, nous développons et nous mettons en place toute une stratégie, un certain nombre d'actions de conduite de changement de sorte à faciliter cela. Si les aspects techniques, globalement, les indicateurs sont bons. Donc voilà ce que je peux dire très rapidement sur le cas de la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Est-ce que sur le Mali, sur le Maroc, où est-ce que vous en êtes, vous, très concrètement sur la partie gouvernement? Merci. Si vous permettez, je voudrais d'abord, bien sûr, féliciter mon ami Mohamedou et toute son équipe pour l'organisation de cette 7e édition, où la PEBI que je représente, la Fédération Haïti au Maroc, est toujours partenaire depuis le départ. Donc, par rapport, bien sûr, en tant que GIFI Informatique, nous sommes également partenaires des ATDA et depuis toujours, et nous en sommes ravis. Par rapport à votre question, effectivement, notre ministre il a parlé des différents chantiers qui sont en cours.
je dirais ce que nous sommes en train de vivre au Maroc, tout ce qui est e-gov, c'était en 2013, c'était par rapport à la stratégie 2013. Là, nous sommes plutôt passés au gouvernement numérique. Donc le gouvernement numérique avec une approche qui est beaucoup plus ouverte, qui est orientée vers l'usager, et avec une transformation des process surtout. Parce qu'il ne suffit pas juste de dématérialiser ce qu'il reste, il faut être à l'écoute de l'usager. Et pour cela, donc, c'est tout un projet d'envergure qui est un projet d'interopérabilité avec bien sûr les différents ministères et puis et d'autres projets. Donc la question c'est comment justement assurer la cohérence de tout cet ensemble. Là, il y a cinq éléments. Bon, il y a un projet aussi d'envergure dont Monsieur le ministre n'en a pas parlé. Il en est à ses débuts, c'est très important, c'est le registre national. C'est l'identifiant unique numérique qui va être attribué à chaque Marocain depuis sa naissance, bien sûr, jusqu'à son décès. Et c'est un projet d'envergure qui est inspiré du projet indien et donc qui va permettre justement de mutualiser tout ce qui est aide sociale, tout ce qui est suivi de citoyens de début jusqu'à la fin. Et nous, en tant que professionnels, on pense que ce sont ce type de projets justement d'envergure qui peuvent apporter de la valeur, aussi bien de la valeur pour les citoyens marocains et également de la valeur pour la profession elle-même qui va donc pouvoir accompagner ces différents projets. Donc il y a 5 piliers qui sont importants. Il y a premièrement l'organisation institutionnelle. Comme vous le savez, depuis 1 an, nous avons créé une agence de développement digital au Maroc qui est opérationnelle, qui va prendre sa croisière à partir de janvier de 2019. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important. Il y a la partie gestion de projet. Je pense que mon ami de la Côte d'Ivoire en a parlé, c'est très très important. Je disais que ce qui fait souvent défaut, c'est par rapport aux compétences au niveau de la gestion de projet. Donc j'ai un chiffre ici qui m'a un peu interpellée. C'est le chiffre qui a été annoncé par la Banque mondiale en 2016 et qui dit que 87% des grands projets TIC dans le secteur public sont considérés comme échecs, ce qui est énorme. C'était en 2016. J'espère qu'entre-temps, les choses se sont améliorées. Mais la gestion de projet, c'est quelque chose sur lequel je pense qu'on doit faire beaucoup d'efforts tous. La troisième chose, c'est comment justement mesurer l'impact de tous ces projets e-gov sur le citoyen, parce que c'est quand même ça l'objectif. Et le dernier point qui me semble important, et je pense qu'on reviendra dessus, c'est tout ce qui est compétences numériques, bien sûr aussi bien dans les administrations que dans le secteur privé. Et là, il y a beaucoup d'initiatives qui sont en cours, au Maroc et d'autres, mais je pense qu'on a un représentant de la PEBI également qui va en parler certainement demain au niveau de la formation. Donc je pense que c'est un point qui est très, très important. Voilà un peu en gros ce que je voulais dire et je pense qu'on reviendra sur d'autres points. Merci beaucoup. Pour le Mali, alors, on a eu le grand plan, on a eu la grande vision. Concrètement, où est-ce que vous en êtes, vous, sur la partie e-gouvernement ? Et quels sont vos avancées ? Et de quoi vous avez besoin aussi pour accélérer, en fait, aujourd'hui ? Merci beaucoup. Je voudrais aussi associer ma voix à celle de mes prédécesseurs pour saluer l'initiative qui permet de poser les bases d'une véritable réflexion pour le développement de notre continent surtout. Mais nous avons tendance à penser e-gouvernement, à les dissocier de la gouvernance simple. Le i n'est qu'un outil de plus. En fait, tout ce que nous apportons au niveau technologique, c'est pour améliorer un processus, une méthode de gestion qui est déjà là et qui ne change pas en réalité. L'objectif, c'est de faire en sorte que le gouvernement à qui est confié une partie du pouvoir par le peuple puisse utiliser ce pouvoir-là et rendre le meilleur service au peuple. Pour cela, il a besoin d'outils et de moyens efficaces pour pouvoir faire face à cette mission. Et c'est alors que nous faisons appel aux technologies de l'information et de la communication. Donc, au Mali, les choses ont commencé depuis 2000, où le pays a commencé à investir dans les infrastructures, sans pour autant réfléchir sur la manière du changement même de la gestion de la gouvernance
au niveau national et au niveau local. Et c'est beaucoup plus tard, pas plus tard que 2 ans, que nous nous sommes rendus compte qu'il y a essentiellement des bases juridiques à mettre en place. Au jour d'aujourd'hui, l'ensemble de l'arsenal juridique a été développé et mis en place pour sécuriser les citoyens, pour sécuriser les individus et aussi les entreprises afin de faciliter les échanges et de développer au mieux le pays. Donc à ce niveau, les projets de textes, les projets de loi, les entreprises qui doivent soutenir au niveau de l'administration publique sont créés et ont commencé à mettre en œuvre un certain nombre d'activités, notamment le plan Mali numérique 2020 dont le ministre a parlé tout à l'heure. Donc au jour d'aujourd'hui, nous avons installé un intranet qui permet de connecter la majeure partie des structures publiques entre elles pour qu'elles puissent déjà commencer à utiliser des applications sans pour autant passer par l'Internet qui est important aussi. Donc nous avons, après le développement de l'intranet également, on a fait l'erreur de créer aussi des applications métiers sectorielles simplement. Donc nous nous rendons compte encore une fois qu'il faut pousser la réflexion plus loin parce que ces applications ne sont pas interopérationnelles. Elles ne sont pas interopérables. Donc elles ne permettent pas de produire, d'utiliser les données produites d'une structure par une autre. Donc on a ce challenge-là aujourd'hui qui nous pousse à faire en sorte que nous puissions créer des API pour que ces différents systèmes d'information communiquent et qu'on évite de produire les mêmes données plusieurs fois et à plusieurs niveaux. D'où l'intérêt de l'identifiant unique qui va suivre les citoyens de sa naissance, le tracer, collecter l'ensemble des informations qu'il produit, les analyser et encore les utiliser pour lui rendre encore service. Parce que c'est ça la gouvernance en réalité. Donc nous sommes là pour travailler pour les entreprises, mais pour les citoyens qui n'ont confié qu'une partie de leur pouvoir à l'administration. Donc le I, comme on mettait E, moi je l'appelle plutôt I, avec I accent aigu, gouvernance intelligente, gouvernance efficiente. Et c'est à cela que nous devons aller. Et c'est ça l'objet. Et quand nous réfléchissons localement, nous développons des applications métiers juste pour une structure, nous devons penser comment est-ce que ces données, ces informations produites par cette structure peuvent être réinjectées dans d'autres systèmes. Comment est-ce qu'aujourd'hui, nous devons aussi imaginer ce que nous produisons au Mali peut être utilisé en Côte d'Ivoire et vice-versa, et sur l'ensemble du continent. Donc c'est ça le véritable challenge. Sinon, vous regardez dans tous nos pays, nous avons chacun des secteurs où certains ont excellé. Mais ça reste local. Ce n'est pas vraiment des réflexions qui sont poussées de la base. D'où la nécessité d'avoir une vision commune, une vision globale, et que les productions commencent à ce niveau-là. Donc nous pouvons dire l'Afrique a un véritable challenge. Parce que nous, dans nos pays où la moitié de la population n'est pas allée à l'école, donc il y a aussi ce défi-là par rapport à la gouvernance électronique, ou comment faire pour rendre ce même service qu'à celui qui a fait des universités et aussi à celui-là qui ne sait pas lire son propre nom et son propre prénom. Donc c'est ça le challenge qu'il faut. Il faut que nous réfléchissions à des systèmes, à des solutions qui permettent de reconnaître l'individu en tant que personne et lui offrir le même service quel que soit son niveau de connaissance, quel que soit son niveau de compétence. Oula, beaucoup de challenges. Alors, je vais me tourner vers la France maintenant. On a parlé de problématiques d'interopérabilité, on a parlé de problématiques d'identifiant unique par citoyen, d'inclusion numérique, d'accompagnement du changement. Qu'est-ce qu'on peut retirer de l'expérience française? On est quand même, au niveau français, je pense, pas mal classé dans les classements, parce qu'on est classé pour tout. Donc sur l'IGouv, effectivement, les pays sont classés. La France ressort 6e, si je ne m'abuse, dans les classements de l'OCDE sur l'IGouv. Qu'est-ce qu'on peut apporter comme retour d'expérience à nos amis africains sur ces grandes problématiques? Donc en fait... Bonjour, Jean-Michel Mazout, donc directeur de projet à la direction interministérielle du numérique et des systèmes d'information et de communication. Donc sur l'ensemble des problématiques que nous rencontrons également ici, ce que l'on peut dire, c'est dans les dernières actualités, vous avez eu un comité interministériel qui a notamment mis en avant un ensemble de programmes
Donc nous mettons en œuvre un ensemble justement de plateformes, d'écosystèmes pour à la fois permettre l'interopérabilité que vous venez fort justement d'évoquer, le partage, le décloisonnement entre nos différents services, nos différentes administrations. On voit par exemple, il y a encore 3 ou 4 ans, le français, quand il payait ses impôts, n'avait pas, par exemple, le niveau de... Alors, je ne sais pas, je prends l'exemple des impôts, je ne sais pas si tout le monde considérera ça comme intéressant, mais en tout cas, je le porte à votre attention. Aujourd'hui, l'ensemble des informations sur la fiche des impôts, enfin sur son imprimé, elles sont remontées directement parce qu'il y a tout un travail qui a été fait justement d'APIfication, si on peut utiliser ce terme, de croisement de fichiers. Bien sûr, il y a le volet juridique qui s'y attache, en termes de protection des données, de respect, puisque nous avons une CNIL, et moi je dis fort heureusement dans ce pays, en termes de droits et de liberté publique. Donc il y a tous ces aspects-là qui sont creusés. Des écosystèmes qui ont été mis en place pour accélérer la transformation numérique au sein des services publics, des services de l'État. Je pense par exemple à des dispositifs type entrepreneurs d'intérêt général, pour les nouveaux, bien sûr les incubateurs qui ont été très largement cités, les startups d'État, voilà. Il y a aussi quelque chose de très important, c'est en termes de simplification par rapport aux usagers. Déjà, il y a un programme qui s'appelait « Dites-le-nous une fois ». La France n'a rien inventé dans ce cadre. Il y a des exemples plus anciens, notamment au Canada. C'est-à-dire, je pense qu'un des ministres tout à l'heure l'a dit dans ces mêmes termes, c'est-à-dire à partir du moment où une administration capte une information, il faut que cette information puisse être réutilisée sans que l'usager, dans le cadre de son parcours, donc dans le cadre du parcours usager, et à chaque guichet auquel il se présente, à redonner l'information qui a été traitée. Autre chose également, c'est que, alors, en France, vous savez que nous avons les politiques publiques sont souvent, en termes de compétences, la mise en œuvre des politiques publiques est très souvent partagée entre État, collectivités, etc. Nous avons une organisation administrative assez dense de ce point de vue, ce qui complexifie justement d'autant plus la logique de parcours de l'utilisateur. Donc nous travaillons, il y a un programme particulier qui a été mis en place qui s'appelle Développement concerté de l'administration numérique territoriale et qui nous permet de développer des synergies avec les collectivités, de manière justement à ce que on puisse mettre en œuvre un service public le plus que possible, ce qu'on appelle nous sans couture. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est que l'usager, de proche en proche, on tend vers ça, bien entendu, la réalité quotidienne n'est pas encore celle-là, mais en tout cas on y travaille, que l'usager puisse trouver le sens et à chaque fois qu'il s'adresse à un guichet administratif, en fait, que chaque intervention d'une administration, quelle qu'elle soit auprès de lui apporte de la valeur. Qu'est-ce que je peux vous indiquer également d'autre que j'ai oublié là tout de suite? Oui, et bien évidemment, nous sommes en train de développer à la fois entre les plateformes de démocratie participative qui ont été mises en œuvre,
et l'ensemble des plateformes que nous développons pour l'interne de l'administration, les synergies, pour que à la fois les bienfaits des plateformes collaboratives et sociales qui sont utilisées dans ce cadre-là puissent à la fois nourrir les discussions entre les agents publics et, quand il est besoin, de pouvoir interroger et interpeller plus directement la population, les usagers, dans le cadre de ce qui est fait, ce qui existe aujourd'hui, dans le cadre de débats participatifs, de manière justement à coller au plus près des besoins dans les différents territoires. Merci beaucoup. Alors, c'est bien parce qu'on n'a pas encore parlé technologie quand même. Donc, effectivement, les gouvernements, on se rend bien compte que là, il y a de l'interopérabilité, de l'interconnexion qui est à mettre en place un peu partout. On a effectivement un identifiant unique. Donc déjà, est-ce que c'est nécessaire ou pas? En France, il ne me semble pas qu'on ait un numéro d'identifiant digital unique. On a quand même réussi à développer un certain nombre de services. Donc, effectivement, il y a des choses qui peuvent être faites, mais c'est un enabler assez facile. Sur la partie technologique, je pense qu'il y a aussi des choix à faire. Alexandre, je pense que l'Inagora assez connu, est-ce que vous pouvez nous faire un retour d'expérience aussi sur ce que vous avez fait? Vous avez travaillé en France, vous avez travaillé dans d'autres pays, voilà. Et quels sont les choix à faire et les erreurs à éviter d'un point de vue technologique? Marianne, merci. Tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. C'est toujours un plaisir de se retrouver. Merci à CIOMAG, à Mohamedou d'organiser ces assises qui nous permettent de nous retrouver chaque année et de retrouver autant de visages familiers. Alors, je tiens à le préciser parce que j'ai l'obligation de le faire, que je m'exprime au nom de mes fonctions de président de l'Inagora et absolument pas au nom du Conseil national du numérique, puisque vous savez que j'ai eu l'honneur d'être appelé à rejoindre ce Conseil national du numérique il y a 1 an de ça. Et Marianne, elle me dit, sois pragmatique et parle de projets concrets. Je vais le faire. Avant ça, il faut quand même juste rappeler l'importance et le liant de tout ce qui a été évoqué précédemment. Nous, notre conviction profonde, c'est que le grand sujet de transformation numérique auquel on fait tous face est un sujet de transformation sur un modèle de plateforme. Ce qu'on essaie tous de faire, c'est de mettre en œuvre la plateformisation de nos organisations. C'est-à-dire que, dans le fond, on a tous observé ce qu'avaient fait les plateformes, les géants de l'Internet, et on s'est bien rendu compte que finalement, tous ces acteurs-là étaient en mesure d'offrir des services numériques dont les citoyens, les utilisateurs, finalement, approuvaient ces services et avaient envie de les utiliser. Si Facebook est un tel succès, si Amazon est un tel succès, si Alibaba est un tel succès, c'est avant toute chose parce que les services qu'ils apportent, la perception qu'en ont les utilisateurs, c'est que ce service-là est de qualité et puis apporte des satisfactions auprès des usagers. Et donc, ces entreprises-là, qui pour certaines n'existaient pas il y a 15 ans et qui valent aujourd'hui plusieurs centaines de milliards de dollars, certaines proches de 1000 milliards de dollars, on n'a jamais eu dans le monde une telle création de valeur. Bien sûr, ça nous interloque tous et ça nous choque tous, par ailleurs, potentiellement, mais en tout cas, ça nous interpelle. Et l'idée qu'on a tous aujourd'hui, quand il s'agit du sujet de e-gov, c'est de la façon dont on peut concevoir ces services numériques à la fois aux citoyens, aussi aux administrés et au personnel public, de la façon dont finalement un Amazon, un Facebook, un Tencent ou un Alibaba pourraient les créer. Et donc face à cet enjeu de transformation en profondeur de nos administrations et de cette transformation en modèle de plateforme, ça tire derrière un grand nombre de sujets de transformation. En termes de rôle et de chaîne de valeur de l'État, je ne vais pas avoir le temps de rentrer là-dedans, mais si vous le souhaitez, je serais ravi d'échanger avec vous là-dessus. Ça entraîne aussi beaucoup de conséquences sur l'organisation même de l'État et sur sa fonction numérique, comment on fabrique ces services numériques quand on est une plateforme. Et vous voyez des États, c'est le cas notamment de la France, en pointe sur ce sujet d'État-plateforme, qui réinvestit massivement sur la fonction numérique. On a créé un cadre spécifique pour les fonctionnaires où
les assimilés fonctionnaires de l'État pour qu'on puisse les rémunérer convenablement. Sinon, ils vont toujours dans le privé. Et vous avez un appauvrissement de la ressource informatique au sein de l'État. Donc on a créé des grilles, on a déplafonné des grilles de rémunération pour pouvoir attirer ces talents. On a mis en place des dispositifs spécifiques. Vous parliez du dispositif, Jean-Michel, d'entrepreneurs d'intérêt général. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en France, on propose à des jeunes femmes, à des jeunes gens, d'ailleurs pas forcément jeunes, mais la plupart du temps c'est quand même plutôt des jeunes, de rejoindre l'État et sur une mission donnée de venir bâtir justement ce qu'on appelle des start-up de l'État, c'est-à-dire de développer des services numériques spécifiques pour accélérer la transformation numérique. Et ça permet de faire entrer dans l'État des grandes compétences. D'ailleurs, il faut absolument saluer le travail remarquable qui a été fait par le DINSIC pendant 6 ans, Henri Verdier, qui vient de laisser ses fonctions de DSI de l'État pour justement devenir notre nouvel ambassadeur au numérique. Et on ne peut pas parler de ce qui se passe en France sans avoir une pensée naturellement pour lui. Et enfin, il y a une transformation majeure au niveau de la plateforme technologique. La façon dont on conçoit les systèmes d'information publique, ça a été dit par chacune et chacun d'entre nous, sont aujourd'hui une façon de faire différente de la façon qui était faite jusqu'à présent. Créer une plateforme numérique, c'est pas créer des applications telles qu'on l'a fait jusqu'à présent. Il faut avoir en ligne de fond cet enjeu d'interopérabilité. On sait très bien que si demain on veut, d'un point de vue de l'utilisateur, développer des services sans couture, faire en sorte qu'on puisse passer du service des impôts au service, j'en sais rien, d'une demande de carte grise en ligne, à l'enregistrement de ses enfants à la cantine, sans avoir besoin de se réauthentifier, il va bien falloir que les systèmes puissent aller consommer, c'est les termes qu'on utilise, n'importe quel service numérique qui proviendrait de n'importe quelle autre application et aller utiliser n'importe quelle donnée provenant de cette application. Et donc, dans le fond, il est devenu essentiel d'imaginer, de concevoir ces systèmes-là à travers ces modèles d'API dès la conception en fait, des systèmes. Et nous, on est, vous le savez, à l'Inagora, un éditeur de logiciels libres. Et notre vision de ça, c'est qu'on dit, mais dans le fond, allons jusqu'au bout du modèle. Ne créons pas n'importe quel type de plateforme, mais créons des open platforms, c'est-à-dire faisons en sorte que les plateformes que l'on crée, elles-mêmes, on puisse y accéder, qu'on puisse les hacker, c'est-à-dire les modifier d'un point de vue du code. Quand on fabrique des API, il ne faut pas juste fabriquer des API, parce que les grands éditeurs de logiciels, ce qu'ils essaient de faire, c'est de créer ces fameuses API, ces sortes de ponts, ces sortes de bridges, pour permettre à ce que des tiers viennent consommer tel service ou telle donnée, mais il faut carrément créer des open API. L'API elle-même, on doit pouvoir la modifier pour pouvoir aller justement aller chercher le service dont on aura besoin demain ou la data dont on aura besoin, auquel le fabricant de l'API, qu'il soit d'ailleurs un éditeur ou fabriqué en interne par l'administration, auquel il n'aura pas forcément pensé. Et si vous regardez les choses de la façon suivante, si vous regardez effectivement dans le fond ce que je disais au début, comment tous ces géants de l'Internet se sont créés en aussi peu de temps, ils ont tous utilisé l'open source pour créer leur propre plateforme numérique et leur propre service numérique. Il n'y a pas une goutte de Microsoft ou d'Oracle ou d'IBM chez Amazon. Tencent ou Alibaba n'utilisent pas SAP ou Salesforce. Et donc, si vous voulez vous inspirer des meilleurs de la classe, de ceux qui ont fait le plus rapidement et le plus intelligemment leur plateforme numérique, il faut aussi tirer les enseignements de la façon dont eux, ils ont construit leur plateforme numérique. Et donc nous, notre vocation avec l'Inagora, c'est d'aider nos grands clients, et notamment donc les États, à mettre en œuvre plus rapidement ces plateformes numériques. Alors il se trouve que l'État français, sur notre proposition, a accepté de financer, il y a maintenant plus de 6 ans de ça, un grand programme d'investissement d'avenir
avec la vocation de créer une plateforme qui s'appelle Open Pass, Open Platform, et je vous le donne en mille. Open Pass, c'est une plateforme prête à l'emploi, une sorte d'énorme Lego qui permet très facilement de mettre en œuvre sa propre plateforme numérique. Et donc moi je suis très content parce que, alors des exemples concrets. Alexandre, il va falloir juste peut-être raccourcir un tout petit peu, s'il te plaît. Très bien, j'arrive sur les exemples. En Tunisie, nous sommes en train de travailler avec le Centre national d'informatique, qui est la SS2I interne de l'État tunisien, pour mettre en œuvre l'ensemble de leur stratégie de plateforme sur base Open Pass. Dans le fond, tout le monde rêve de faire ce qu'ont fait les Estoniens. Les Estoniens, ils ont fait des choses très bien, c'est vrai, mais ils l'ont fait il y a assez longtemps, sur des modèles d'architecture qui sont un peu datés aujourd'hui. Eux-mêmes, d'ailleurs, sont en train de rénover leur système d'information pour passer du SOA au WebOA. Et puis surtout, disons-le, les Estoniens, ils n'ont pas du tout une approche open source. Ils entraînent une certaine ambiguïté sur ces sujets-là, mais ce n'est pas le cas. Et donc, nous, ce qu'on va faire avec l'État tunisien, c'est qu'on va créer cette plateforme d'interopérabilité. On a depuis maintenant un certain nombre d'années, par ailleurs, l'ensemble de la messagerie de l'État tunisien et celle de la Poste qui tournent sur base en fait de composants logiciels libres, parce que ça c'est un peu la base. Quand vous avez encore un certain nombre d'officiels et de responsables d'administration africains qui, quand ils vous donnent les cartes de visite, il y a leur adresse mail prénom.nom@gmail.com, on est au niveau zéro de l'administration. Et regardez autour de vous, regardez ce que vous avez dans vos poches, vous verrez que ce sujet-là, il est encore assez fort. Donc il faut naturellement remplir un certain nombre de fondamentaux. Et donc les fondamentaux, c'est les sujets d'identité et de gestion des identités. Et donc il faut des grands programmes de gestion des identités partout en France, en Afrique. Donc on sait facilement faire ces projets-là. On l'a fait, j'ai cité la Tunisie, mais je pourrais donner d'autres exemples en fait africains. On a par exemple récemment remporté un grand appel d'offres pour le Togo, où on va mettre en un seul coup toute une plateforme numérique pour l'ensemble des administrations togolaises, pour un budget assez réduit. Et on le fait parce que l'autre intérêt de faire ce type de projet-là, c'est de le faire conjointement. Parce que c'est bien gentil de parler de co-innovation et de co-développement, mais combien d'entre nous en font réellement? Nous, notre idée, notre conception des choses, c'est de former les équipes de nos clients d'abord, pour qu'elles aient le niveau nécessaire pour pouvoir ensuite faire le projet avec nous. Et donc les équipes de l'administration numérique du Togo avec qui on travaille, les administrations de la ministre Sinaloson, seront en mesure de mettre en œuvre concrètement avec nous cette plateforme pour l'ensemble du Togo. Voilà quelques exemples très opérationnels et très concrets. Et j'ai hâte qu'on continue dans un certain nombre de pays, Merci notamment beaucoup. En Côte d'Ivoire, par exemple. On a commencé tout à l'heure, M. Lumali nous parlait effectivement de l'intérêt de mutualiser un certain nombre de choses. Et il y a une idée qui a été lancée par SIA-EOMAG que je trouve très intéressante. C'est vrai que, alors effectivement, en tant que Sofrecom, on travaille, moi ça fait depuis 93, je pense, je travaille sur des sujets e-gouv avec effectivement beaucoup de projets lancés, soit par des États, soit par des collectivités locales, beaucoup d'expérimentations qui ne voient pas forcément le jour. Et on se rend compte que par contre, il y a des très bonnes pratiques dans beaucoup de pays. Comment est-ce qu'on pourrait mieux partager ces pratiques entre les États? Je sais que les bailleurs interviennent beaucoup là-dessus. On voit beaucoup d'études sortir sur l'identité numérique, sur la sécurité des données. Beaucoup de projets de data center, on en parlait tout à l'heure au Congo aussi, sont en train d'émerger. Donc est-ce qu'il faut un data center par pays pour héberger les données localement? La sécurité des données, c'est un sujet. Comment est-ce qu'on peut mieux travailler entre acteurs européens, acteurs africains, et justement partager ces données? Quels sont vos besoins en termes d'État? Et puis aussi derrière, c'est comment est-ce que vous financez tous ces projets aujourd'hui? Parce qu'on voit que les bailleurs interviennent beaucoup sur les infrastructures, sur les services
J'en vois beaucoup moins, en tous les cas, des interventions de bailleurs. Est-ce que vous avez des interventions de privés? On a récemment, en tant que Sofrecom, signé un accord avec une entreprise saoudienne qui a commencé à monter des PPP en Arabie Saoudite sur des domaines e-gouv, donc sur des services et non plus sur des infrastructures. Comment est-ce que vous voyez le financement de vos projets en Afrique également? Mali, Maroc, Côte d'Ivoire, je vous laisse. Merci beaucoup. Je pense que c'est véritablement ça la question. Je pense l'avoir un peu ébauché tout à l'heure. Parce que la réflexion au niveau de nos continents, enfin au niveau de nos pays, elle est toujours limitée et réduite à nous-mêmes. Et c'est pour ça que les projets n'avancent pas et les pays aussi sont à l'image de ces projets-là. Vous prenez, et pourtant il y a une organisation africaine. Nous avons aussi des organisations internationales telles que la francophonie qui relie un certain nombre de pays. Il y a des cadres de concertation au niveau sous-régional. Vous avez l'Afrique de l'Ouest qui est regroupée dans l'UEMOA. Vous avez l'Afrique centrale qui est regroupée. Donc, par exemple, je prends le cas de l'Afrique de l'Ouest où nous avons la même monnaie, où nous avons des facilités de transaction, mais dans le cadre du développement de nos économies, dans le cadre de la gouvernance de nos pays, il n'y a pas ce lien, cette liaison qui est faite, qui est pensée lorsqu'on entame les projets. Donc, nous allons dupliquer les mêmes choses et du coup, au moment où la Côte d'Ivoire ou le Burkina est en train d'implémenter un projet de start-up, un complexe numérique, vous allez trouver que le Mali va faire pareil et pendant qu'eux ils terminent, déjà c'est obsolète. Donc, il faut qu'il y ait une réflexion vraiment au moins sous-régionale. Il faut que ce qui est produit d'ici soit consommé là. Il faut que tout cela soit mis ensemble pour que nous puissions nous développer. Parce que nos pays, individuellement, nos populations, ça ne représente rien du tout. Hein. Dans le cadre des investissements, dans le domaine des TIC, les investissements sont tellement lourds qu'il faut de la consommation derrière. 18 millions par-ci, 20 par-là, 30 millions par-là, ça ne représente rien en matière de production massive, en matière de développement. Donc aujourd'hui, nous avons besoin de pousser cette réflexion au niveau sous-régional, qui est plus facile à réaliser, et ensuite de globaliser au niveau continental pour que demain, les 2 milliards d'Africains puissent consommer et savoir que le café, il est chez le voisin du Côte d'Ivoire, qui est produit, qui puisse être transformé localement et puis vendu et consommé localement, et vice-versa. Que ça ne traverse pas l'océan pour revenir encore vers chez nous. Donc, et c'est ça le challenge. Et ça, nous devons changer le mode de gouvernance. Et c'est l'éthique qui permet de changer cette gouvernance-là. E-gouvernance, on pense toujours développer, dématérialiser. Non, e-gouvernance, c'est mettre de l'intelligence artificielle dans notre comportement, dans notre décision, dans notre réflexion. Et c'est comme ça que je pense que nous allons pouvoir offrir un meilleur service aux citoyens africains et pour qu'ils puissent s'éduquer, se soigner et simplement s'épanouir. Merci. Merci, je vous remercie pour votre question qui est pertinente. Justement, c'est un peu le volet sur lequel je voulais rebondir. Ce matin, nous avons assisté à 3 présentations à peu près de stratégies de 3 pays différents et qui sont pratiquement les mêmes, comme je disais. Donc, tous les pays d'Afrique, la plupart, ils ont des stratégies digitales à horizon 2020 ou 2025. Le défaut, je dirais, ce qui manque, c'est la rapidité de mise en œuvre de toutes ces stratégies. Et donc, le fait justement que ces pays-là s'inspirent des exemples l'un par rapport à l'autre, parce que chaque pays, il a une avance dans je dirais, au niveau d'une administration donnée. Je prends l'exemple du Maroc, on a toujours été en avance par rapport à la Direction générale des impôts, au ministère des Finances, les droits de douane. Nous avons été les premiers à avoir mis en place un fonds universel avec les 3 opérateurs télécoms, etc. Mais par contre, on a du retard où d'autres pays sont plus en avance, comme le mobile payment qu'on vient de lancer, mais d'une manière interopérabilité. Nous avons des experts qui vont intervenir là-dessus demain. Au niveau de l'agriculture, on a encore du retard. Au niveau e-santé, on a encore du retard. Et donc, il y a des pays qui sont plus en avance. Et je pense qu'on ne doit pas, dans cette salle, nous sommes représentés en tant que secteur privé, la plupart. On ne doit pas attendre nos États.
Nous, au Maroc, on pense que ça doit venir des professionnels. Ça doit venir des professionnels, d'un côté les professionnels du digital, représentés donc par l'APB au niveau du Maroc, par le Gothic au niveau Côte d'Ivoire, etc. Et donc on travaille ensemble pour justement mutualiser les projets. Et de l'autre côté, ça doit venir des associations des utilisateurs. Donc il y a le ZIM, il y a d'autres des associations qui sont là. Et je pense sincèrement que les professionnels et les utilisateurs doivent travailler ensemble avec les autres pays d'Afrique pour justement s'inspirer des projets et les mutualiser. On ne doit pas attendre l'État. Mon message, c'est ça, c'est qu'on doit, je pense, en tant que secteur privé, prendre les choses en main pour justement, s'il y a un projet qui marche très bien en Côte d'Ivoire, c'est pas la peine qu'on redéveloppe le même au Maroc, on n'a pas le temps. On demandera donc justement à l'opérateur de la Côte d'Ivoire de venir l'implémenter au Maroc et vice-versa. Nous avons eu le plaisir d'être partenaire de l'Insut au niveau de la dématérialisation en tant que GFI des 50 services publics, c'est-à-dire c'est un modèle qui peut être dupliqué. Et je pense que c'est un peu le point sur lequel je voulais insister. Donc il y a ce retard de mise en œuvre, il y a le fait de mutualisation et surtout que l'initiative doit venir du privé et on devrait arrêter d'attendre que l'État fasse des choses. Il y a aussi un point, vous en avez parlé, qui est très important, c'est comment aligner les différentes administrations. Parce que dans chaque pays, il y a des administrations qui sont très en avance au niveau du gouvernement numérique, au niveau de dématérialisation, et pas d'autres. Et donc l'idée, je veux dire, le défi, c'est justement aligner l'ensemble des administrations pour offrir donc le meilleur service aux citoyens. Et enfin, comme je disais tout à l'heure, il faut qu'on encourage le partenariat public-privé, c'est le seul moyen. L'initiative de CIOMAG a toujours été dans ce sens-là. Et donc, les opérateurs dans le digital, les utilisateurs dans le digital doivent travailler la main dans la main avec les pouvoirs publics, mais c'est à nous de drainer le pouvoir public et ne pas attendre. Merci. Si tu me permets, je partage parfaitement ce qui a été dit. Par ailleurs, peut-être rajouter que la France a pris en fait une décision assez importante, c'est d'essayer de partager son savoir-faire au niveau justement de ces administrations, et parmi ces administrations, celle qui est en pointe sur ces sujets de transformation numérique de l'État, c'est la DINSIC, hein. C'est son rôle, absolument. Et donc, récemment, le Premier ministre Édouard Philippe est allé au Vietnam et il y a eu un accord important signé entre notre secrétaire d'État Mounir Mahjoubi et son homologue au niveau du gouvernement vietnamien sur justement une coopération d'État à État sur un partage d'expériences. Je vous dis ça parce que dans le fond, ça c'est quelque chose de neuf, ça fait des années que nous, sphère privée française, et puis par ailleurs acteurs de cette coopération entre le continent africain et puis un certain nombre de pays en développement et de la France, on pousse notre État et nos politiques à s'engager dans une relation et dans un partage en fait d'expériences et de bonnes pratiques, parce que sinon cette idée d'une troisième voie numérique, elle restera vaine, hein, ce qu'évoquait Denis Jacquet ce matin, ce qu'a rappelé le président de la République lundi dernier à l'occasion de l'Internet Governance Forum, parce que c'est ça qui change en France, c'est que pendant très longtemps, les politiques ne se sont pas emparés de ces sujets-là, mais il se trouve qu'aujourd'hui, notre président Emmanuel Macron est quelqu'un qui a compris cette importance de partager finalement une roadmap, une stratégie commune entre la France, les autres pays européens, et puis l'Europe et un certain nombre d'autres pays. Et il l'a rappelé avec force, comme je le disais donc lundi dernier à l'occasion de l'IGF, encore faut-il que pour mettre concrètement en œuvre cette troisième voie numérique, il faut que nos administrations collaborent ensemble. Je sais par exemple qu'au Maroc, il y a un MOU qui avait été signé à la précédente visite d'Édouard Philippe au Maroc. Nous-mêmes, on pousse beaucoup et il faudrait qu'on y travaille pour que ce MOU se transforme en un accord de coopération avancé et affiné entre la France et le Maroc. Et donc, ces mouvements-là sont importants. Et tu as tout à fait raison, Salwa. Le privé a aussi sa responsabilité. Nous avions lancé il y a quelques années de ça l'Alliance pour le développement du digital,
avec les changements gouvernementaux, il y a eu un peu de flottement, notamment côté français, il faut le reconnaître, au niveau de cette idée d'organiser un dialogue à haut niveau entre les représentants des différents écosystèmes. Il se trouve que le 17-18 décembre prochain, en Autriche, l'Union européenne continue ce dialogue-là de haut niveau entre l'Europe et l'Afrique. La France y a toute sa part. Moi-même, je participerai à la construction de ce dialogue. Et donc, il faut continuer à travailler. Et donc, merci effectivement encore une fois à Sia Yomag et à Mouamadou pour entretenir ce réseau. Il est essentiel, il est important, parce que cette Afrique numérique, elle ne se fera pas seule, elle ne se fera que parce qu'il y a un engagement de l'ensemble des parties. Et ça se passe au niveau de nos écosystèmes, mais ça se passe, parce que nous sommes des entrepreneurs, ça se passe aussi directement au niveau de nos entreprises. C'est typiquement ce que nous faisons par exemple en Côte d'Ivoire avec nos amis d'Innovaci, et je salue son président Patrick Beng, où on travaille concrètement ensemble pour répondre en fait à des appels d'offres, parce que c'est la bonne manière de faire et de construire cette Afrique numérique. Je pense qu'effectivement, on trouve énormément de talents. Enfin, dans tous les pays avec lesquels on travaille, nous, on trouve que ce soit la PBIC, soit le Gothic, je sais pas, on a vraiment des acteurs qui sont très... Après, par contre, le point qu'on constate quand même dans les pays africains, c'est que beaucoup de projets e-gouv ont du mal à accélérer. Alors, c'est vrai que le problème, c'est souvent des moyens financiers, donc on retrouve aussi des acteurs chinois qui arrivent, on retrouve aussi des acteurs qui arrivent en disant, voilà. Et aujourd'hui, concrètement, sur les services e-gouv, on parlait tout à l'heure de longue queue de fonctionnaires qui venaient toucher leur salaire, mais je pense que pour payer l'électricité, voilà, on a des longues... Donc il y a des services très pragmatiques qui peuvent être développés. Donc je pense qu'on a aussi une question de moyens et trouver des business models qui permettent aux États africains de réussir à accélérer sur ces projets. Service aux entreprises aussi. On a tous les indicateurs doing business qui font que venir créer une entreprise dans un pays de manière simple, je ne suis pas sûre que la France soit un très bon exemple dans ce cadre-là, venir créer une entreprise de manière simple, c'est aussi amener à de nouveaux investissements. Donc aujourd'hui, aujourd'hui, de quoi vous avez besoin, messieurs, dames, vraiment, et je parle plutôt au gouvernement là, de quoi vous avez besoin en tant que gouvernement pour accélérer ce processus de digitalisation de vos administrations, de venir apporter un service plus efficace à tout le monde, sur tout le territoire. Comment on fait en Côte d'Ivoire, comment on fait pour accélérer? Je vais revenir sur le point dont on parlait tout à l'heure pour tous les aspects de mutualisation. Nous, en Côte d'Ivoire, de notre point de vue, déjà ce qui drive la mutualisation, c'est d'abord les aspects de financement et d'économie d'échelle, et surtout l'autonomisation et l'indépendance numérique. Pour faire simple, on a un projet en Côte d'Ivoire qui s'appelle un citoyen ordinateur, où on a pour ambition d'équiper, parce que c'est bien de faire des services numériques, mais il faut les devices pour les consommer, où on a pour ambition de fournir aux citoyens, aux usagers, les devices pour se connecter, donc des PC, une connexion par exemple. Et ça se fait à peu près partout pareil en Afrique. Sur ce point précis, un travail de mutualisation peut être fait avec les différents pays de sorte, en plus de mettre à disposition les devices, de les fabriquer. Parce que nous, en Côte d'Ivoire, on doit distribuer à peu près 100 000 devices sur 3 ans. Et grande centrale d'achat africaine. Exact. Et cette volumétrie accumulée aux autres pays justifie un business model de création d'une entreprise de fabrication de PC sur place. Et ça, c'est valable pour à peu près tout, que ce soit dans la production de logiciels. Tout à l'heure, on parlait de tout ce qui est open source avec l'Inagora. La difficulté aussi, c'est les ressources humaines, la qualification de sorte à absorber toute cette technologie. Et aussi, en termes de mutualisation, de partage d'expériences et de ressources, on peut répondre à ces problématiques-là. De façon très concrète, comment faire pour accélérer les projets que nous mettons en place? Comme je disais tout à l'heure,
la technologie, ce n'est pas vraiment ça le problème, parce que ça existe, les ressources existent pour le faire. Peu importe ce dont on parle, ce n'est pas vraiment ça le problème. Le réel problème, que ce soit en phase projet ou en phase run, déploiement, on peut connaître des difficultés partout. Ça peut se bloquer en phase projet, mais le projet peut se terminer, ça peut se bloquer en phase déploiement parce que le service n'est pas consommé, comme je l'ai dit tout à l'heure. Dans ces différentes phases, le point le plus important, c'est l'humain. Donc déjà en termes de gouvernance de projet, de sponsorship et de vision, on en a parlé tout à l'heure. On dit souvent que ça ne sert à rien d'être dans une assemblée de 10 personnes et être le seul à avoir raison, ça n'a aucun intérêt. Le fait de pouvoir justifier tout seul l'impact du numérique dans une assemblée de décisionnaires, ça n'a aucun intérêt. Donc c'est une vision qui doit être portée au plus haut niveau, un sponsorship porté au plus haut niveau, donc conscient des impacts, avec toutes les implications que ça peut avoir en termes de transparence, de démocratie participative, ainsi de suite. Et là, ça ira très très vite. Partout en Afrique, vous allez voir la transformation, pas que numérique, mais infrastructurelle en termes d'industrie, de routes, de ponts. C'est des choses qui se font assez vite, en général, parce que c'est quelque part aussi la vision. Si la vision, c'est une économie numérique basée sur le savoir, comme par exemple le Rwanda, et dans ce cas, la transformation devient structurelle et les projets en découlent très rapidement. Donc ça, c'est en phase projet et aussi c'est aussi valable en phase déploiement et consommation des services en question. Alors, oui, on vient de me rappeler à l'ordre, donc là, ça va être pour chacun le mot de la fin et on va conclure, je suis désolée. Moi, je vais essayer de répondre, apporter un élément de réponse par rapport au financement. En fait, il y a 2 points. Je vais peut-être vous décevoir, mais ce n'est pas toujours un manque de budget. C'est pas toujours un manque de budget. Nous avons des collectivités locales où, à la fin de l'année, ils déclarent, je dirais, un excédent énorme. Ils n'ont pas dépensé leur argent. Alors qu'il n'y a aucun service digital pour le citoyen au niveau des communes. Donc, dans le pays, souvent, c'est un problème de sensibilisation, un problème de savoir-faire, un problème de courage politique. Et donc, il n'y a pas que le budget. Il y a des exemples comme ça. Et c'est vrai que vous avez raison, par exemple, au niveau des administrations, les budgets qui sont affectés au digital et à l'informatique sont très réduits. Donc, ce qu'il faut faire, ce qu'on nous attend, enfin, ce qu'on propose, premièrement, c'est justement... l'un des rôles de cette agence de digital, c'est comment mutualiser les dépenses publiques au niveau du digital. Je donne un exemple réel. Nous avons à peu près 12, parce que maintenant le Maroc c'est 12 régions, académies régionales de l'enseignement. Ce n'est pas normal que chaque académie régionale lance un appel d'offres pour, je dirais, couvrir le même périmètre. Donc 12 appels d'offres, c'est beaucoup d'argent, ça fait travailler les prestataires, etc. Et donc l'idée, c'est justement comment mutualiser, avoir des best pratiques et avoir les mêmes projets qu'on peut dupliquer au niveau des administrations. Donc ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, c'est que vous savez que dans ces pays-là, nous recevons énormément de financement international, que ce soit des prêts, que ce soit des dons, donc la Banque africaine de développement, la Banque mondiale, etc., mais sur des secteurs agriculture, santé et tout. Nous, ce qu'on dit, c'est que ces financements doivent être conditionnés par le I. C'est-à-dire, je finance la santé à condition qu'il y a e-santé. Qu'à côté de la santé, il y a des projets digitaux. Je finance la justice à condition de mettre e-tribunal. Et donc, je pense que ça, c'est un moyen de forcer un petit peu la digitalisation, de forcer le gouvernement numérique et de profiter des financements qui existent déjà. Voilà, merci. Je voulais terminer par ça. Je vous remercie. Un petit mot de conclusion, messieurs. Merci beaucoup. En fait, on le dit toujours, hein, on pense que l'Afrique ne se développe pas parce qu'il n'y a pas de ressources. Mais il y a énormément de ressources, en fait. Énormément de ressources humaines compétentes et capables de développer des solutions sur mesure et selon les besoins des Africains. Pour la petite exemple, le Mali, lorsque nous avons voulu faire le Conseil des ministres sans papier, nous avons fait des missions d'études en Estonie, nous avons été en Côte d'Ivoire, au Burkina, au Rwanda, pour voir les meilleures pratiques. Et au retour de ces missionnaires, nous avons fait une évaluation. Le coût de l'investissement avec les infrastructures et tout
avec des licences logicielles de certains éditeurs, ça nous revenait à peu près à un minimum 500 millions de francs CFA. Et nous avons dit, écoutez, nous sommes aussi des ingénieurs. En 6 mois, on a développé une plateforme à 0 francs et qui marche aujourd'hui, et le Conseil des ministres se fait avec. Donc, pas besoin. Et ça, elle est utilisée qu'au Mali? Oui, développé sous ma direction, parce que c'est développé par mon agence. Et nous allons vous le donner pour 0 francs, pour tous qui feront la demande ici. Il faut demander des licences, je vais vous conseiller sur le business model quand même. En fait, l'Afrique, c'est ça, en fait. Vous voyez, la Côte d'Ivoire, mon frère vient de dire, un citoyen, un ordinateur. Au Mali, ça existe, mais c'est aberrant, c'est du n'importe quoi. On ne produit pas, on n'achète pas des équipements pour donner à des gens. On crée les conditions d'utilisation de ces outils-là. On met en place des infrastructures, des plateformes dont les gens auront besoin eux-mêmes de toucher. Tout le monde achète son téléphone. Tout le monde achète de l'aspirine quand il a mal. Mais qu'est-ce que les États font? Non, aujourd'hui c'est purement politique. Les chefs d'État, pour se faire élire, prennent des engagements pour donner ci et ça. Mais ça n'apporte pas un changement notable dans notre économie. Il faut que cela s'arrête. 100 000 par là, 100 000 ici, et si tous les pays africains prenaient 100 000, ça fait une usine. L'Afrique doit créer une usine de fabrication d'ordinateurs portables, simplement. Très bonne idée. 2 idées. C'est ça. On va commencer à les lister après l'atelier. Donc, en fait, c'est des sujets politiques. Pour aller vite, il faut changer la gouvernance au niveau de l'Union africaine et amener des jeunes qui ont cette vision du numérique et qui ont envie de changer et qui savent que le monde ne se fait plus sans le numérique. Et en ce moment-là, on aura la chance d'apporter le changement que nous souhaitons. Beaucoup. Et je le souhaite vivement pour l'Afrique. Merci. Monsieur Mazout. Donc ce que moi je pourrais apporter et ajouter, c'est d'abord vous dire que l'ensemble des problématiques, des questions qui se posent ici sont les questions que l'État français continue de se poser dans la mise en œuvre du e-gouvernement, de la e-gouvernance, etc. Que nous sommes, je pense, là je n'ai pas de mandat ce matin, mais il me semble quand même que, et peut-être que Alexandre Zapolski pourra en témoigner par rapport à ce qui se dit au niveau du Haut Conseil du numérique, mais que nous sommes tout à fait ouverts, preneurs, je dirais, d'échanges avec bien entendu les pays africains, et c'est une moitié d'Africains qui vous le dit. Donc là-dessus, on est tout à fait ouvert et prêt au partage, et notamment d'apprendre, nous aussi, des expériences que vous conduisez, et de tout ce que j'ai entendu, il y en a un certain nombre. Et il y a un certain nombre d'enseignements qui seraient bons aussi que l'on puisse tirer pour ce que nous faisons ici même en France. Ce que je voulais également vous indiquer, c'est, en tout cas, nous, ce que l'on essaie de mettre en œuvre de façon très concrète, c'est, la première chose, l'innovation. On va la chercher et on la prend là où elle se trouve. Qu'elle soit d'initiative privée, qu'elle soit d'un individu, une personne physique, une personne morale, ou que ce soit l'État ou des collectivités qui la portent. L'innovation, elle n'est pas, je veux dire, c'est pas quelque chose qui est auto-décrété. Il n'y a pas des gens qui sont plus spécialistes ou plus nés pour innover que d'autres. L'innovation, il faut savoir créer les cadres pour aller la chercher là où elle se trouve. En tout cas, c'est l'expérience que l'on vit ici, c'est un des enseignements que l'on tire, et c'est ce que l'on est en train d'essayer de mettre en place. Une dernière chose que je peux dire, vous m'avez posé la question, j'y ai pas répondu tout à l'heure, sur la question de l'identité, très vite. Sur la question de l'identité, vous avez bien sûr en France, et vous pourrez vous en inspirer, tout le programme France Connect,
que ce soit pour les entreprises, les particuliers, et là nous sommes en train de mettre en production sa version pour les agents du service public au sens large, État, collectivité, et vous avez toute une réflexion et un programme sur l'identité numérique qui est en cours en ce moment. Alexandre, très rapide. Pour vous dire que pendant 2 jours, nous sommes 100% à votre disposition pour continuer ces échanges-là. J'ai une super équipe qui est présente pendant les 2 jours, je les salue d'ailleurs. Qu'on peut travailler en amont avec vous sur des plans stratégiques e-gov, voire open e-gov, c'est ce que nous faisons actuellement pour le Burkina Faso. Alexandre, enfin, je pense qu'on va juste conclusion. Laisse-moi juste terminer. Si tu veux bien, que je profite. Non, attends, pour une fois que je fais que je dis un peu ce qu'on fait. Et sur ces sujets, et on a tous les outils, les savoir-faire et les compétences pour mettre en œuvre typiquement des France Connect à l'échelle de chacun des pays. Donc à votre disposition pour construire ensemble cette Afrique numérique. Merci. Merci Alexandre. Alors Mohamedou, je voudrais juste conclure, parce qu'en fait, ce que je perçois chez nos amis là, c'est qu'il y a un vrai besoin de partage, de bonnes pratiques, de choses qui ont été développées. Alors je pense que mon directeur général dans la salle, et tant pis, je vais m'engager pour Sofrecom, mais je pense qu'on va lancer le fait de monter, avec ceux qui voudront, et les acteurs privés, les acteurs publics, une plateforme de mutualisation des bonnes idées et des solutions e-gouv, de manière à ce qu'effectivement, la solution de conseil des ministres en ligne du Mali, elle soit connue par tous. Alors j'ai l'équipe e-gouv qui est dans la salle, Hicham, Samia, je pense que vous êtes d'accord, je pense qu'il y a un vrai besoin. Dans tous les pays, il y a des agences qui se créent sur l'e-gouvernement, que ce soit au Sénégal, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit au Mali, que ce soit partout. Je pense qu'on a vraiment tout intérêt à tous échanger, que ce soit sur l'identité numérique, que ce soit sur le cadre juridique, que ce soit sur les data centers, il y a des projets qui émergent partout. Essayons de mieux partager nos bonnes pratiques, et nous, on peut modestement essayer de monter cette plateforme. Je pense qu'avec les gothiques, API, etc., on peut tous se mettre ensemble pour monter cette plateforme. Donc c'est l'idée que tu avais lancée, que vous aviez lancée, messieurs. Je vous en remercie et je pense qu'il faut vraiment qu'on se mette au travail. Merci à tous.